Bonjour Lionel. Bonjour Philippe. Bien, alors écoute, lors de notre premier entretien, la dernière fois, tu nous as décrit et expliqué les raisons qui t'avaient conduit à nous présenter ta formule révolutionnaire, l'inconscient, le Dieu laïque. Oui. À cette occasion, tu nous as rappelé que, contrairement à ce que l'on pensait, l'inconscient ne se trouve pas dans l'encéphale, mais se trouve au niveau du système nerveux entérique, pour faire simple, au niveau de l'estomac et des intestins. C'est bien ça. Hein. Oui. Aujourd'hui, tu nous proposes dans ton second volet d'aborder tout d'abord la notion d'alimentation. Oui. Pour quelle raison ? Mais l'alimentation est primordiale pour l'être humain, puisqu'en fin de compte, l'alimentation, on peut considérer ça que c'est de l'essence, en fait, et le moteur étant le système nerveux entérique étant notre inconscient, hein, c'est-à-dire l'estomac et les intestins, c'est notre moteur. Donc c'est extrêmement important parce que l'estomac va analyser systématiquement tout ce que nous allons manger et donc il va nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord. Plus particulièrement, donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que notre alimentation est bonne pour nous ? Alors, une partie de l'alimentation est bonne, tout ce qui n'est pas transformé, c'est bon, mais tout ce qui est agro-industriel et qui est transformé n'est pas bon pour l'homme. D'accord. Est-ce qu'il y a certains aliments dont tu pourrais nous parler et qui nous empoisonneraient plus qu'ils ne nous vitaliseraient ? Ben oui, ça fait partie des travaux du docteur Seignalé, c'est-à-dire que le docteur Seignalé a écrit un livre qui s'appelle « L'alimentation ou la troisième médecine », qui explique parfaitement pourquoi le lait de vache notamment et tous ses produits dérivés, les yaourts, le beurre, les crèmes fraîches sont incompatibles par rapport aux intestins de l'homme parce que les enzymes sont trop petites pour casser les molécules lactées du lait, notamment la lactose. Également au niveau de la farine de blé qui est actuellement considérée par les nutritionnistes par du sucre à assimilation dit rapide, n'est-ce pas, qui est dangereux également pour l'homme. Ça affecte au niveau non seulement au niveau des intestins puisque le gluten attaquerait les parois intestinales, détruirait la flore intestinale et ce serait la colle-scotch des intestins et provoquerait des troubles non seulement au niveau digestif mais des troubles également au niveau de l'humeur, ce qui peut augmenter les crises de psychose chez les schizophrènes. Alors écoute Lionel. Et en dernier ressort également concernant le sucre blanc et le sucre roux de canne qui a la même fonction que la farine de blé ou le lait. Alors arrêtons-nous quelques instants Lionel si tu le veux bien parce que pour un certain nombre de personnes auditrices ou spectatrices, entendre par exemple que le lait pourrait nous être néfaste peut être extrêmement surprenant. Donc en fait, est-ce que tu pourrais nous relater le moment où l'être humain a commencé à s'alimenter avec ce lait de vache. Donc vas-y, relate-nous ça. Depuis très longtemps, l'être humain a consommé du lait de vache pour une question de survivance en fait, au niveau des nomades, c'est ce qui s'est produit. Mais disons que comme c'était des bêtes qui étaient quasiment relativement sauvages, il n'y a pas de problème. Le problème, il y avait toujours eu des problèmes, si tu veux, par rapport à ce lait, par rapport du temps des temps antiques, si tu veux. Mais le problème a augmenté par rapport au lait de vache à partir du moment où la vache a été domestiquée. Donc, si on fait un premier point, un moment important pour l'humanité, c'est le moment de la domestication. Oui. Où certains animaux, entre guillemets, on va dire sauvages, donc deviennent des compagnons pour l'homme, ne nécessitent plus d'être chassés. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où il commence à y avoir une séparation entre nature et culture, pour faire court, à partir de ce moment-là, l'homme sans s'en rendre compte, ne serait-ce qu'au niveau du lait, commence à s'empoisonner ? Disons que la vache, par exemple, qui vient de l'auroch, l'animal préhistorique, est devenu plus petit. Le cochon sauvage qu'il y avait à l'époque est devenu le cochon. Oui. C'est devenu plus petit. Donc les animaux sédentarisés sont devenus dégénérés en fin de compte. Donc tous les produits qui ont été dérivés par la suite ont été des produits dégénérés par rapport aux animaux sauvages d'origine. D'accord. Ce qui fait que l'être humain a commencé la pollution de son être à partir de la sédentarisation de lui-même d'une part, notamment pour cultiver les plantes, mais également pour élever les animaux. Alors, entendu.
Sachant cela, donc pendant des siècles et des siècles, jusqu'à il y a encore peu de temps, on n'était pas dans le monde industriel, agroalimentaire. Oui. Cette nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité, donc, a-t-elle augmenté encore les causes d'empoisonnement ? Tout à fait, l'empoisonnement a augmenté de plus en plus parce qu'en fin de compte, le docteur Signalé l'explique très bien, tout ce qui est non transformé permet à l'être humain de perdurer très longtemps dans l'espace, mais se régule au niveau de l'humeur, au niveau de sa santé mentale et psychique. Et avec l'agro-industriel qui existe maintenant, eh bien, les maladies, notamment les cancers, se développent d'une manière exponentielle. Les maladies de Parkinson, d'Alzheimer, etc., qui sont issues d'une absorption trop importante du lait de vache. Parce que le lait de vache, par exemple, il y a une légende qui raconte qu'il nous faut du calcium. Bon, il faut savoir que le docteur Signalé l'explique parfaitement. Le calcium du lait de vache est détruit par l'estomac à 95%, transformé en phosphate de calcium et ça part dans les selles. Le bénéfice du calcium, c'est néant. Entendu. Puisqu'on ne le fixe pas. Le seul calcium qu'on peut fixer, c'est le calcium végétal et le calcium minéral, qui est contenu minéral dans l'eau, qui contient du calcaire, et dans les fruits et dans les légumes. Entendu. Contiennent également du calcium. Et même dans les œufs, il y a du calcium. Entendu. Voilà. Et également dans les fruits secs. Alors, par exemple, pour faire une équivalence, si tu manges des amandes ou des noix ou des noisettes, il y a 2 fois plus de calcium dans les fruits secs que dans un verre de lait. Si tu prends un chou vert, par exemple, tu as 3 fois plus de calcium dans un chou vert que dans un verre de lait. Donc en fait, et ce calcium-là est parfaitement assimilable par l'homme parce qu'il est et d'origine végétale et d'origine minérale. Très bien. Au-delà donc de la notion de lait, est-ce qu'il y a d'autres aliments considérés par les profanes que je suis, est-ce qu'il y a d'autres aliments qui sont soi-disant des compagnons pour nous et qui en fait se révèlent être entre guillemets des poisons? Ben oui, la farine de blé notamment, la farine de maïs, ce sont des céréales qui sont impropres à l'homme. Pourquoi ? Parce que le blé à l'origine avait une taille 3 ou 4 fois plus petite et la domestication, à l'instar des animaux comme la vache ou le cochon, a augmenté la taille du blé. C'est-à-dire que le blé a perdu son bénéfice protéinique au bénéfice des glucides. Donc en fait, le blé est devenu aujourd'hui un sucre à assimilation rapide. C'est pour ça qu'il y a des marathoniens notamment qui mangent des pâtes, etc. ont de graves problèmes, parce que au niveau tendineux ou périostite par exemple, parce que comme c'est un sucre, eh ben, ça fait des inflammations au niveau des tendons et au niveau musculeux. Et c'est pour ça que il faut enlever les pâtes pour les grands sportifs pour leur faire consommer du riz ou des légumineuses. Bien, alors au-delà du lait, au-delà de la farine, y a-t-il d'autres aliments génériques dont tu souhaiterais nous parler ? Le sucre blanc et le sucre roux de canne. En fait, le secret est extrêmement simple, ça s'explique le docteur Signalé, c'est-à-dire que concernant le sucre qui est contenu dans le lait, le sucre est contenu dans la farine de blé et la farine de maïs, et le sucre blanc et le sucre roux de canne. Ce qui se passe au niveau de l'estomac, l'estomac transforme ce sucre en alcool. Et cet alcool se transforme après en graisse. Ça interfère également au niveau chimique et au niveau électrique, au niveau des cellules, notamment au niveau cardiaque. Ça enlève la connexion électrique, ça interfère à ce niveau-là et ça fait des dysfonctionnements cardiaques ou dysfonctionnements neuronaux à ce niveau-là. Et ça influe sur la sérotonine qui est produite à 95% par l'estomac. Tu vois l'incidence. Je commence à voir. Et que la sérotonine est responsable de l'humeur et de la dépression. D'accord ? Et donc, on assiste ensuite à un encrassement de l'organisme et également avec des pics glycémiques très importants. C'est-à-dire que la personne va rentrer dans un système immunodéprimé par une surabondance de sucre qui est contenu dans le lait de vache, dans la farine de blé, dans la farine de maïs, dans le sucre blanc et le sucre roux de canne. Et ce qui se passe au niveau de l'agro-industriel, eh bien, plus on modifie notre nourriture, plus elle est sucrée. Et à partir du moment où elle est de plus en plus sucrée, le sucre appelle le sucre. D'où après les problèmes d'obésité et les problèmes de psychisme et les problèmes de système immunodéprimé. C'est-à-dire que par l'alimentation, par le fait que ce soit endogène, eh bien à ce moment-là, tu peux devenir déprimé. Donc bien évidemment, et on en reparlera plus tard, on sent qu'il y a des incidences somatiques, mais également psychosomatiques dans ce que tu nous annonces. C'est lié puisque ça interfère sur la communication de l'inconscient par rapport au conscient. Continuons
dans cet éventail de soi-disant bons aliments qui finalement s'avèrent être le contraire. Donc on a vu le lait, nous avons vu la farine, nous avons parlé du sucre. Vois-tu encore d'autres aliments classiques? Oui, mais il y a la charcuterie. Donc tout ce qui est charcuterie, c'est en général industriel, avec tous les produits que l'on met dedans, entre les colorants, les sulfites qu'il y a à l'intérieur. Ouais. On ajoute par exemple dans la charcuterie du lait, on y ajoute du sucre, du glutamate. Enfin, c'est un produit qui est hautement toxique parce qu'en plus il est cuit au-delà de 110 degrés Celsius et ça fait la fameuse molécule de Maillard qui est elle-même cancérigène, qui se dépose au niveau des artères et qui pose des problèmes très importants au niveau de l'humain. D'accord. On continue encore dans la litanie? Vois-tu encore d'autres pistes? Il y a des pistes qui sont tous les agents chimiques, les agents de synthèse, les colorants qui sont de l'industrie chimique. Un jour, j'apporte un vêtement chez un teinturier et le teinturier lui présente les colorants. Et il voit E250, E260, etc. Et il dit, mais attendez, pour ma grenadine qui est verte, qui est rouge, mon sirop de menthe qui est vert et mon sirop de citron qui est jaune, mais normalement... les produits que vous mettez, c'est ce qui est marqué sur les bouteilles. Et le chimiste qui avait donné ces produits pour qu'il puisse teindre ses vêtements, et il dit les produits que je vous vends pour teindre vos vêtements, c'est ce qu'on met dans ces bouteilles. Pourquoi? Parce que l'agro-industriel a fait une chose épouvantable. Normalement, le jus de grenadine, le jus de citron et le jus de menthe, c'est incolore. Il n'y a pas de couleur. Tu prends un jus de citron, tu verras, c'est pas jaune. Tu prends un jus de menthe, c'est blanc. Le grenadine, c'est blanc. Mais au niveau industriel, il a fallu, pour que les gens s'y retrouvent, les colorer, parce que la couleur fait vendre. Absolument. Voilà, c'est plus vendeur. Et à ce moment-là, on modifie la nature, on complexifie encore le processus et on prend un produit qui est toxique. Donc effectivement, tout ce qui est sirop de grenadine, sirop de citron et sirop de menthe, personne ne devrait l'acheter. Donc, première petite synthèse, depuis le moment de la domestication, on va dire, depuis cette scission entre une notion de nature et de culture, l'homme, sans s'en rendre compte, progressivement s'est pollué, a accéléré cette pollution ces derniers temps avec comment dirais-je, le phénomène industriel renforcé. C'est bien ça, n'est-ce pas? Tout à fait, notamment la dernière recherche qui a été faite au niveau de la nature, c'est les fameux OGM, notamment. On met un insecticide dans le code ADN, c'est qu'on joue là pour le coup à l'apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'on modifie la nature à des intérêts proprement économiques. Et on va dans quelque chose qui est très dangereuse, parce que ces plantes sont stériles, elles vont modifier l'écosystème qui va la combattre. Donc à ce moment-là, ça va être des animaux, des insectes, des plantes qui vont être encore plus renforcés par rapport à ce type d'insecticide. Et à ce moment-là, ça peut tuer d'autres espèces végétales ou animales. D'accord. Donc, si on reprend ton terme d'inconscient et de conscient, le conscient de ces premières civilisations qui domestiquent, malgré lui, ne se rend pas compte qu'il est en train de se faire du mal. Il est fort possible qu'à l'encontre, les grandes entreprises industrielles, elles, soient bien conscientes de cela, on est bien d'accord? Tout à fait. Entendu. Depuis le début, Lionel, on joue à l'apprenti sorcier, alors? Mais complètement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la notion d'argent, de rentabilité, de bourse, d'actionnaires, à ce moment-là, on est dans une logique financière, mais plus dans une logique écologique, c'est-à-dire que l'être humain devient un objet de consommation, mais pas un être pensant. Et à ce moment-là, le conscient devient de plus en plus malade, la dépression augmente de plus en plus, ça devient très important de par le monde. Et là, à ce moment-là, on est vers une décérébralisation de l'être humain, c'est-à-dire l'être humain va penser de moins en moins, les maladies vont augmenter de plus en plus, et on va vers des sociétés dangereuses de type psychotique, telles les sociétés américaines par exemple. Entendu. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, au moins dans ce domaine, on n'est pas du tout dans le progrès. On est dans l'accélération d'une voiture qui déjà roule très vite et qui nous emmène, ou continue de nous emmener, vraiment droit dans le mur. D'une part, elle roule très vite, mais elle va vite s'épuiser en termes d'énergie. Une voiture qui roule très vite, elle consomme beaucoup. Donc, elle va beaucoup moins loin.
Mais une voiture qui consomme peu va plus loin. Pareil lorsque tu fais un effort. Si tu marches, tu vas marcher beaucoup plus longtemps que si tu cours. Parce que tu vas dépenser moins d'énergie. Eh oui. Donc tout le but maintenant, c'est pas d'avoir une voiture qui roule plus vite, c'est une voiture qui roule très lentement. Et donc, il faut revenir de la complexité à la simplicité, de la complexité à la simplicité de l'inconscient, à la simplicité de l'alimentation. L'inconscient, ce qu'il faut savoir au niveau des intestins, les intestins ne se sont pas modifiés depuis la préhistoire, au niveau génétique. On a les mêmes intestins que les gens de la préhistoire. Donc, si on modifie l'alimentation par rapport aux intestins qui ne sont pas modifiés par rapport à la préhistoire, eh bien, on va vers un empoisonnement de l'être humain. Donc, on va le revoir au travers de deux aspects. Premier message subliminal, je dirais de ta part, c'est la nature fait bien les choses. La nature fait bien les choses. Oui. Et deuxièmement, est-ce que l'on pourrait justement évoquer ce qui a précédé la domestication, donc ces fameux âges farouches, enfin préhistoriques, dont les noms les plus connus sont les noms des Néandertaliens ou de Cro-Magnon, Homo sapiens. Donc eux, est-ce qu'on a pu identifier qu'ils avaient une meilleure alimentation ? Ils avaient une meilleure alimentation dans un sens où tout ce qu'ils mangeaient était non transformé. Le poisson, ils mangeaient non transformé. Les fruits, les baies étaient non transformés. Les racines, les plantes étaient non transformées. La viande, le gibier était non transformé. Les légumes qu'ils pouvaient trouver, etc., étaient non transformés. Ils avaient la nourriture la plus saine pour l'être humain, ce qui faisait qu'ils étaient moins malades que nous. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est chasseur, cueilleur ou pêcheur, on est dans un instinct de survie permanente. Et donc, on doit absolument avoir tous les sens en éveil. Mobilisé au maximum. Et ils avaient la nourriture parfaite, ils vivaient en harmonie totalement avec l'écosystème dont ils ne détruisaient absolument rien. À ce niveau-là, ils ne le polluaient pas, en fait. Et ça a permis aux hommes depuis 5 millions d'années d'arriver à ce que nous sommes. Mais nous, en moins de 2000 ans, on va détruire tout notre code génétique qu'a créé la nature depuis 5 millions d'années. On est dans une aberration la plus totale. Et de toute façon, si l'être humain n'arrête pas ce type de consommation agro-industrielle, eh bien on va vers la mort. La mort de l'être humain, parce que quand tu manges mal, tu interfères sur l'inconscient et tu es un mort-vivant. En permanence, dans ton mode de vie, dans ton mode de fonctionnement et dans ton mode de pensée. Donc en fait... Et ça t'éloigne en fait de ta propre spiritualité. Alors ça, bien sûr, alors, voilà 2-3 points là importants sur lesquels nous allons revenir l'un après l'autre. Dans un premier temps, donc l'auditeur, le spectateur, il pourrait se dire mais notre ami Lionel, là, il est en train de nous vanter les vertus d'un âge préhistorique. Or, depuis toujours, cet âge, on l'a présenté comme un âge redoutable pour les êtres humains, avec une vie extrêmement écourtée, une nature hostile. Est-ce que tu pourrais revenir quelque temps sur ce point-là ? C'est très simple. Quand on voit les tribus, les Inuits par exemple, ou les Peaux-Rouges, ou les Indiens d'Amérique du Nord, même d'Amérique du Sud, les Incas, les Mayas, les tribus nomades du sud-est asiatique, etc. Ils vivaient parfaitement en autonomie avec la nature. Ils ne prélevaient que ce dont ils avaient besoin. Donc ils demandaient même pardon à la plante ou même pardon à l'animal lorsqu'ils allaient le sacrifier pour pouvoir survivre à ce niveau-là. Donc le fait d'être totalement en harmonie avec cette nature, l'homme en fin de compte il était heureux. Il était fraternel, il n'avait pas de télévision, il n'avait pas de portable, il n'avait pas de 3 télés, il n'avait pas de piscine, il n'avait pas de 4x4, il n'avait rien de tout cela. Il avait l'essence même en tant qu'être spirituel, il était en harmonie totale. Et donc à ce niveau-là, les maladies étaient moins prégnantes à ce niveau-là. Et puis d'autre part, quand quelqu'un était malade, quand un bébé était malade ou il y avait une problématique, la nature faisait son œuvre. C'est-à-dire que la personne disparaissait et seule, c'était donc une population qui était jeune, qui était performante, toujours en mode de survie. Et c'est ça qu'il faudrait retrouver aujourd'hui. Alors tu imagines ce que tu es en train de dire. Il y a plein de personnes qui soit sont de notre génération, soit encore d'une génération un petit peu plus récente, dont le poil se hérisse. Quoi ? M'enlever mon portable, m'enlever mon fameux internet, ma piscine, etc. Mais monsieur Lionel, arrêtez tout de suite. Et oui, et là, c'est là où le conscient s'est perdu. On s'est perdu dans des méandres, dans un labyrinthe, et on est mort. C'est-à-dire que à l'ère du portable et de l'internet, les gens se voient de moins en moins.
Quand tu penses que, par exemple, quand je fais des conférences, sur 10 millions d'habitants dans la région parisienne, il faut savoir que j'ai des conférences qui oscillent entre 20 et 40 personnes qui viennent régulièrement, donc tous les mois qui viennent régulièrement, sûr, ouais. mais par rapport au volume qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire que les gens restent cloîtrés chez eux. Et il y a très peu de gens qui pensent dans notre société aujourd'hui, même en France, mais dans le monde entier également. Les êtres spirituels qui peuvent parler à ce niveau-là, il y en a très peu maintenant dans le monde. On est de moins en moins nombreux. D'accord. Retourner, donc, je vais être un petit peu radical, à l'âge des cavernes, ça n'est pas non plus très emballant pour celui qui t'écoute. Est-ce que on est vraiment, si l'on veut s'en sortir, est-ce qu'on est vraiment destiné à revivre de cette manière-là? Je pense qu'on peut retrouver l'état d'origine. Il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a des gens qui construisent des yourtes. C'est un habitat léger ou semi-léger. Oui, est-ce que tu peux rappeler la forme que prend une yourte, voilà, qui est ronde, avec un poêle au milieu à bois, etc. Voilà. Où il n'y a besoin que d'une seule pièce, et pas plus. Et les personnes vivent très bien dans cette yourte. Ils n'ont pas de piscine, ils n'ont pas de télé, ils n'ont pas de portable, etc. Ils ont un jardin qu'ils cultivent pour leurs légumes, etc. Ça ne les empêche pas de partir de par le monde, ça ne les empêche pas de travailler, ça ne les empêche pas d'être social, ça ne les empêche pas de lire, ça ne les empêche pas de fonctionner. Et en même temps, de ce mode de vie, ça remet les gens à l'intérieur d'eux-mêmes, si tu veux, à s'occuper d'eux-mêmes. Parce que à force de travailler tel qu'on travaille, la question que je pose très souvent, quand est-ce que vous vous êtes occupé de vous dans la semaine? C'est très clair. Très peu de gens se disent, je peux m'arrêter à une terrasse de café, prendre un café et un journal et le lire pendant 1 heure en disant je prends mon heure, le reste du temps je ne travaille pas. Pour voir ça à Paris, c'est coton. Paris ou ailleurs. Ou ailleurs. Mais effectivement, là tu évoques la multiplication des sources externes qui nous sollicitent, qui souvent nous sollicitent d'ailleurs de manière attractive, ou bien inquiétante, attractive, des logiciels par exemple informatiques ou des jeux vidéo, et inquiétante, ça peut être le journal télévisé de 20h qui chaque jour nous assène des informations et qui font que nous nous oublions, c'est bien ça. Complètement, on est dans un état de transe hypnotique en permanence. Les gens ont peur de l'hypnose, mais ils sont tous en hypnose en permanence. Ils sont hypnotisés par ce qu'on raconte à la télévision qui est très réducteur, à la radio qui est très réducteur. Les gens, il faudrait qu'ils quittent la France et qu'ils aillent dans ces pays pour voir si ce qu'on dit à la télé c'est vrai. Et on se rend compte, quand tu es un grand voyageur, de par l'éternel, tu es un globe-trotteur. Moi j'ai voyagé moins que toi, mais je voyage également. Il y a quand même une dichotomie fabuleuse entre ce qu'on entend et ce que l'on voit, et par rapport à ce que l'on vit. Parce que lorsqu'on vit le lieu, l'endroit où l'histoire qui est en train de se produire, on n'a pas du tout la même appréciation. Donc en fin de compte, on est formaté par la télévision, on est formaté par la radio, donc le conscient hypnotisé, il croit ce qu'on lui raconte. Mais l'inconscient il hurle en disant mais c'est vrai dans un instant T, mais ensuite quand c'est terminé les choses ne se produisent plus. Mais dans la mémoire du conscient, la personne se dit par exemple au niveau de la guerre du Liban, c'est symptomatique, 17 ans, moi je croyais personnellement qu'ils étaient toujours en train de se battre. Alors que la guerre s'arrêtait en 95 de mémoire. Mais quand j'y suis allé, etc., il n'y avait pas de guerre, tout fonctionnait normalement. Mais dans ma tête, dans la mémoire collective, si tu veux, le Liban, c'était la guerre civile en permanence, il se tapait dessus en permanence. Et alors quand j'étais au Liban, c'était entièrement faux. Pour te dire que le conscient, lorsqu'il est mal nourri, il a un système immunodéprimé. Quand il entend ces choses-là, ça augmente son stress, d'accord ? Donc il y a 2 phénomènes par rapport au conscient. D'une part, il est mal nourri. Il nourrit mal son inconscient, donc le conscient est malade, et en plus quand il reçoit de fausses informations, donc mensonges au niveau de l'alimentation, mensonges au niveau des médias, ce qui fait que l'être humain rentre dans une dépression plus ou moins profonde, il décompense et a des maladies somatiques très importantes. Si l'on voulait schématiser à ce niveau-là de ton évocation, on pourrait donc dire la chose suivante. En chacun de nous, on a un inconscient qui lui n'est absolument pas dupe. Voilà. Il est vraiment, c'est le Dieu, c'est notre Dieu laïque. C'est notre Dieu laïque. Il est au courant de tout, il voit très bien les incidences que nous pouvons provoquer par de la malnutrition, entre autres, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Interface maintenant entre l'extérieur et cet inconscient, notre conscient,
qui déjà de lui-même donc porte un certain nombre de fausses croyances, de croyances erronées, qui est dans une forme d'hypnose, comme tu le dis, hein, qui donc répète à foison les mêmes bêtises, et qui déjà peut se suffire à lui-même pour se mentir et se leurrer. Mais troisième niveau, puisque lui c'est l'interface entre l'inconscient, et le troisième niveau c'est d'autres conscients, entreprises agroalimentaires, etc., qui, elles, ont plus ou moins perçu les maléfices de ce qu'elles sont en train de causer, mais qui continuent, pour des raisons purement financières et économiques, entraînées elles-mêmes dans une forme de maladie, qui continuent de nous leurrer et de nous entraîner sur un terrain extrêmement glissant. Complètement. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène d'aspiration, c'est-à-dire que la publicité est un aspirateur au niveau des consommateurs qui sont abrutis de publicité et ils n'ont pas le sens critique. D'ailleurs, on voit une aberration au niveau diététique notamment. Quand on voit sur les écrans manger 3 produits laitiers par jour, c'est une aberration la plus totale. Tu vois, quand on fait l'apologie des céréales, de blé ou de maïs, des muesli, etc., c'est une aberration totale. Lorsqu'on prend une boisson comme Red Bull par exemple, c'est une aberration la plus totale. L'être humain n'a pas besoin de drogue, si tu veux, ou de forme de dopage, si tu veux, un stimuli au niveau neuronal. Pourquoi ? Parce que dans un système immunodéprimé, eh bien, par l'absorption de ces boissons alcoolisée ou de cette nourriture qui est non conforme à l'être humain, bien l'être humain rentre dans une forme de déprime. Et en plus, le sucre étant une drogue, parce que ça fait la dopamine, la molécule du plaisir, la personne, lorsqu'elle mange du sucre, qu'elle soit de manière alcoolisée ou non alcoolisée, elle s'alcoolise de toute façon. Donc, les gens deviennent alcooliques de fait en mangeant du lait, du blé et en consommant des sucres ou de l'alcool ou des produits de type sucré. C'est-à-dire que, qu'il y ait alcool ou pas alcool, dès que tu as le mot sucre, automatiquement tu transformes toute la population en alcoolique. Voilà. Ce qui est fou, c'est que, pour ne reprendre que le phénomène de l'obésité, c'est un phénomène qui est visible. La croissance, pour ne parler que des États-Unis, parce qu'on le sait, ça déferle également en Europe maintenant, la croissance de ce nombre d'obèses devrait, d'une certaine manière, faire réagir, mais plus que réagir, enfin, interrompre le processus. Or, il n'en est rien. Oui, parce qu'il y a des intérêts qui sont considérables. Il faut bien l'entendre, au niveau agro-industriel, tu as tous les levages de vaches où on les fait véler au fur et à mesure, ce qui fait qu'après, au bout d'un certain nombre d'années, la vache elle est impropre, c'est-à-dire elle est tellement épuisée à ce niveau-là dans tous les sens du terme, que c'est une torture déjà pour cette pauvre vache de faire le lait. Au niveau de tous ces produits hautement toxiques. C'est intéressant là ce que tu nous évoques, je ne sais pas si tu peux nous en parler quelques instants, aujourd'hui ou plus tard. C'est le message que tu viens de faire passer, c'est-à-dire la vache qui souffre pour faire du lait. Au-delà simplement donc du lait qu'elle génère, est-ce que une forme de message d'une manière ou d'une autre peut accompagner, enfin peut signaler cette souffrance dans le lait? Suis-je clair dans ma question? Absolument, un animal qui souffre va faire un lait qui va être impropre à la consommation parce qu'il y aura un stress qui va être transmis par des molécules de stress qui va être transmises dans les molécules, dans les molécules et dans le lait. Et en plus au niveau des vaches on leur fait manger du maïs. Une aberration la plus totale. Moi je demande aux auditeurs de voir Food Inc. F2OD.inc qui explique l'aberration de ce qui se passe aux États-Unis où les vaches mangent du maïs, ça détruit la panse de la vache et ça fait un déclenchement d'une bactérie qui s'appelle E. coli en américain et en français Escherichia coli. Et ces Escherichia coli se transmet dans la viande et éventuellement dans le lait. Donc en fin de compte, la viande américaine est impropre à la consommation parce qu'il y a eu des morts qui s'est produite en mangeant un simple hamburger. Et maintenant, ils font des usines très importantes, dans lesquelles, quasiment chimiques, dans lesquelles ils prennent la viande qui est contaminée et ils mettent dedans de l'ammoniac et de l'hydroxyde d'ammonium dans la viande pour tuer les Escherichia coli. Et après, on met ça dans les hamburgers aux États-Unis. Pour te dire à quel point la logique industrielle va très loin, on détruit les pâturages.
On fait du maïs, qui est du sucre. On nourrit de sucre les vaches, n'ont pas besoin de manger du maïs. Donc les vaches sont remplies de sucre au niveau des viandes, etc. On en fait des hamburgers dans lesquels il y a plein de maladies, dans lesquels après on le met dans une usine pour nettoyer la viande, pour tuer les Escherichia coli, on met ammoniac et hydroxyde d'ammonium. On met les hamburgers et on fait avaler ça à une population américaine. C'est l'un des plus grands scandales qu'on puisse faire. Quand tu vois la complexité, la façon dont c'est fait, tout ce qui est compliqué est toxique. Tout ce qui est simple n'est pas toxique. C'est l'un de tes grands messages, ça. Hein. Mais la vache, par principe, devrait manger que de l'herbe. Point final. Elle mange de l'herbe et puis c'est tout. Hein? Donc notre inconscient, il est tout à fait au courant de tout ça. Peut-il nous informer, nous signaler, enfin réagir et si oui, sous quelle forme? Bon, l'inconscient va réagir par rapport aux produits qui sont toxiques, dans le sens où il va créer des allergies, des problèmes de peau. Donc, il va créer, par exemple, au niveau du lait, il va créer des sinusites, des pharyngites, des angines. Il faut savoir que c'est très important que le lait ouvre la porte au virus. C'est-à-dire que la grippe, par exemple, si personne ne consomme de produits laitiers, il ne va pas attraper la grippe. Si tu consommes la moindre molécule de lait, ça va ouvrir la porte au virus et tu vas avoir la grippe. Donc au lieu de vacciner les gens qui consomment du lait et qui attrapent la grippe, il vaut mieux dire aux gens arrêtez de boire du lait et vous n'aurez pas la grippe et vous n'avez pas besoin de vaccin et vous n'aurez pas d'alumine dans le sang. Parce que le vaccin est fait à base d'alumine, hein. Ça a certains types de vaccins, notamment au niveau des vaccins de grippe et d'autres. Ce que tu viens de nous évoquer là, déjà, ce sont donc ce que l'on pourrait appeler des signaux, hein. Signaux visuels, c'est-à-dire problème de peau, asthme, voilà. Et puis signaux, j'ai envie de dire aussi sonores, auditifs, c'est-à-dire enfin des maladies, des toux, Donc en fait. On comprend, et ça n'est pas le seul moyen pour l'inconscient, tu vas nous en parler certainement, ça n'est pas le seul moyen de nous interpeller, mais c'est un moyen visible. Hein, c'est cela qui est important. Au travers de nos 5 sens, on voit bien qu'il y en a au moins 2 là, qui sont visuels et auditifs. Y a-t-il d'autres manières pour l'inconscient de nous rappeler à l'ordre? Au niveau des désordres intestinaux, par exemple, lorsque la personne se plie en deux, lorsqu'elle a des problèmes d'aller à la selle, c'est que ce que mange la personne pose un problème à l'inconscient. Donc à ce niveau-là, ce signal-là de douleur intestinale, ça peut faire également au niveau cardiaque. On peut faire une hypertension artérielle, on peut faire une hypotension artérielle. Hein, on peut créer des maladies au niveau de qu'on appelle ça la glande ici, la thyroïde, hein, qui est au niveau des nodules, des kystes, etc. Il peut y avoir des kystes ovariens, des tumeurs cancérigènes, par exemple. Le lait, ça peut être tumeur à la prostate ou tumeur au niveau des seins. Donc en fait, là, une multiplicité de manifestations que tu viens de nous évoquer. Oui, tout à fait. En fait, donc, si l'on redevenait raisonnable, nous éviterions bien de ces symptômes maladies que tu viens de nous évoquer. On ne serait pas à l'abri de mourir un jour, c'est bien ça, mais on serait à l'abri de bien des souffrances et bien des maladies durant notre séjour sur cette terre. C'est ça. Très bien. Comment peut-on imaginer qu'il y ait enfin une prise de conscience sur cette terre d'arrêter cette déferlante pathologique? C'est très simple. Ce qui va se passer, c'est que comme on va être de plus en plus malade, la sécurité sociale ne pourra pas rembourser, les gens ne pourront pas payer de mutuelle, et ils n'auront pas d'autre choix de se dire où je mange des produits non transformés et je ne tombe pas malade. Ce que pensent souvent les peuples du sud-est asiatique, ils pensent à la médecine préventive à ce niveau-là. Je mange sainement et je tombe jamais malade. Donc en même temps, le porte-monnaie, ça va le soulager d'une part, même si au niveau des produits bio, il y aura un surplus de 10 ou 15 ou 20% par rapport aux produits bio, hein, à ce niveau-là. Et je pense que plus le bio va se développer, moins il coûtera. Enfin, il y a un phénomène de masse qui va se faire. Et à ce moment-là, la personne, en mangeant bien, comme elle va pas tomber malade, elle ira moins voir le médecin. Ça va mettre un coup au lobby pharmaceutique, parce qu'effectivement, à partir du moment où tu manges simple, tu ne tombes pas malade, donc tu n'as pas de médicaments. Donc tu vois, tu as des interférences au niveau de l'agroalimentaire, par ton mode de consommation, tu le transformes à l'agriculture.
c'est-à-dire celle qui existe, tu vas l'enlever. Au niveau des médicaments, tu n'en prendras plus à ce niveau-là. Tu vivras plus longtemps, tu seras en harmonie avec ton inconscient, tu dormiras bien et tu ne seras jamais déprimé. C'est donc par le simple fait de consommer, tu modifies complètement une société. Sans faire grève, sans hurler, sans crier. Alors, justement, si tu le permets, je vais revenir sur des concepts vraiment très génériques pour y voir clair là dans tes derniers propos. L'avoir et l'être. Si l'on veut faire clair, donc nous nous sommes éloignés de l'être depuis pas mal de temps. Nous sommes bien d'accord. Tout à fait. Nous voyons bien que ce qui a emprise sur cette terre, c'est le monde de l'avoir. Et nous sommes d'accord. Et toi, ton message, c'est que vraisemblablement, ça n'est pas par une prise de conscience de l'être par rapport à l'avoir, mais c'est par un problème sur l'avoir, c'est-à-dire que cela coûterait trop cher. C'est ça. Donc ce ne serait pas un problème de l'avoir, que l'avoir lui-même, d'une certaine manière, finirait par mourir de sa propre mort. On pourrait dire cela ? Mais tout à fait, c'est-à-dire que lorsqu'on a un système qui est trop coûteux, il vaut mieux revenir à l'origine, en fin de compte, des choses, pour justement devenir un être à part entière. Et à ce moment-là, la notion d'avoir ou de posséder va être moins prégnant, puisqu'à ce moment-là, l'être humain aura envie de se retrouver. Pourquoi ? Parce que comme on va s'appauvrir automatiquement, dans le futur, automatiquement, les êtres humains vont être obligés de se parler entre eux. Et donc, il va y avoir une recommunication qui va se faire. De plus en plus, ça peut aller très très vite maintenant au niveau des informations. C'est en train de se faire. Et donc, cette modification de pensée et de consommation obligera l'agro-industriel ou la pharmacie de faire différemment. C'est-à-dire que l'agro-industriel ne deviendra pas industriel, ce sera de l'agriculture, entièrement biologique. Au niveau des médicaments, c'est terminé au niveau des molécules chimiques et on reviendra plutôt aux herbes, aux plantes, à l'homéopathie, etc. Et on verra qu'avec ce système de soins préventifs, eh bien, l'être humain n'aura pas besoin de toutes ces molécules chimiques et de l'agro-industriel actuel. Revenons là, parce qu'il y a un mot qui m'a interpellé, en tous les cas une opposition que tu viens de faire, à laquelle je t'avoue je n'avais pas songé. L'enrichissement, enfin la richesse, c'est tout d'un coup l'appauvrissement. C'est-à-dire que nous étions sur un pic de richesse encore il y a peu de temps. Alors c'est la richesse matérielle, c'est l'appauvrissement spirituel. L'appauvrissement de la richesse est une augmentation de la spiritualité de l'homme, en fin de compte. Pourquoi ? Parce que l'argent dans la nature n'existe pas. Si tu as vu un renard te payer un canon ou quoi que ce soit, tirer un billet, il faut que tu m'appelles. Ça n'existe pas dans la nature. L'argent est une chose inventée par le conscient pour être dans l'avoir. Il est en train de se perdre dans l'avoir. Il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà démontré ça en long, large et travers. L'argent n'est pas un moyen, mais est une fin. Alors, est-ce qu'après, il faut revenir à un système de troc ? Est-ce qu'il faut un troc de service, échange ? Pourquoi pas ? Tu prends ta voiture, je te tourne le gazon, ça coûte rien. La voiture, il y a 4 places, il faut les remplir, etc. Si tu veux, tu vois, il y a tout un système écologique et économique qui peut se mettre en place dans le futur. Alors là, effectivement, double remarque si tu le permets. La première, c'est on commence à voir émerger ici ou là un retour au troc, tel que tu viens de le formuler. Mais revenons alors au peuple, j'ai envie de dire ancestraux. Je pense à des aborigènes, tu vois, ou à des populations comme ça. Que tu connais bien. Et aborigène d'ailleurs signifie qui vient des origines. On voit que ici ou là sur cette terre, certains peuples ont essayé de préserver, ont préservé une forme de communication et de vie communautaire. Et je l'évoque parce que c'est ce à quoi tu m'as fait penser là, il y a 1 ou 2 minutes. On retournerait quelque part à ça, c'est-à-dire chacun est important au sein d'une, entre guillemets, tribu, en tous les cas d'une cellule familiale ou un petit peu plus étendue, c'est ça ? Tout à fait. J'ai un exemple, par exemple à Bornéo, où il y a un Mélanésien qui a été qui a quitté sa forêt, parce que les maisons étaient en haut des arbres. Il a quitté sa forêt donc, et il est parti à la ville. Et après, quand il a vu comment il fallait payer un loyer, payer les assurances, payer le stationnement, etc., il a quitté la grande ville de Bornéo, il est retourné dans son village, qui était dans les bois, et il vivait avec la canopée et la calopée complètement. Et il disait, moi j'ai pas besoin de votre société,
qui rend les gens complètement fous. Oui. Moi, je retourne chez moi pour retrouver mes propres valeurs, retrouver les femmes, les enfants, toute ma famille, vivre en harmonie avec la nature. Et je peux vous dire, je n'ai pas besoin de votre société parce que votre société, elle est morte. Effectivement, là, tu nous fais penser, toujours dans tes propos, à une forme aussi de saturation. On voit bien donc qu'il y a une pollution alimentaire, tu l'as évoqué, oui, pollution alimentaire, mais aussi cette forme de saturation de nombre de choses à prendre en compte dans notre société, complexité, hein, comme tu le disais, complexité. Et qui en fait nous taraude jour après jour, j'ai presque envie de dire heure après heure, minute après minute, qui est extrêmement fatigante, stressante, etc. Un petit mot sur cet aspect aujourd'hui ou... L'aspect d'aujourd'hui, c'est que la sédentarisation provoque la perversité chez l'homme, c'est-à-dire que l'homme s'est perdu complètement, et si l'inconscient était là, il ferait une chose très simple, on quitterait les villes pour retourner dans la forêt, pour vivre de la forêt, pour cueillir, pêcher, etc. Alors la question que tu peux me dire, mais attends, on est quand même très nombreux. Et qu'est-ce que tu ferais que quand quitter les villes, 10 millions d'habitants qui retournent dans la forêt, millionnaires, tu peux même pas y penser, etc. Comment concevoir de quitter ce fameux confort? Et voilà, comment concevoir? Et en fait, la première chose que l'on devrait faire à ce niveau-là, c'est impérativement se mettre dans la décroissance, en fin de compte, dès maintenant, progressivement, petit à petit, se déshypnotiser de sa société de consommation, parce qu'il faut savoir, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin? Question qu'il faut se poser. Romanov l'a dit, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que j'en ai besoin de ce matériel? Et en fait, il faut retourner à la simplicité, la simplicité des choses le plus possible, pour après faire un autre plan pour venir dans la forêt. Alors le problème de la surpopulation humaine, de toute façon, sortons dans la forêt, etc., la nature refera les choses. Après, tu vas te dire, il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Alors, la question, je dis oui, mais l'essence de la vie, c'est qu'un peuple doit être jeune. Mais un peuple ne doit pas être vieux. La vieillesse, ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans la nature. Parce que seuls les jeunes survivent. Mais tu te rends compte là encore, même si une grande partie de ton discours peut être entendu par la personne qui est de l'autre côté, tu te rends compte que tu es en train de lui annoncer qu'au-delà de tout le confort dont elle bénéficie aujourd'hui, là je parle d'une personne qui vivrait dans le monde occidental, tu es en plus en train de lui annoncer que pour elle-même ou bien pour ses descendants, la vie va être écourtée. Mais imagines-tu le côté insupportable de ce discours, Lionel? Mais de toute façon, on y va quand même. Parce que comme la nourriture et les produits sont de plus en plus pollués, de toute façon, on va mourir de plus en plus. À la différence près, c'est que notre société va faire mourir aussi bien des bébés que des vieillards, que des adolescents, que des jeunes hommes ou des personnes adultes. Et c'est là, si tu veux, où la perversité est inouïe, parce que le nombre qui va être sans commune mesure que par rapport à ce que aurait pu faire la nature naturellement dès le départ. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Voilà. Donc ce problème-là de cette régulation de la chose, ça va être épouvantable parce que toutes les classes d'âge vont être touchées. D'accord, donc très bien. Et de fait, l'espérance de vie, de toute façon, dans le futur, va diminuer. Donc, nous venons là d'envisager une possible piste, ça serait celle raisonnable et réalisée de manière progressive, de retourner à ce que tu as baptisé le retour dans la forêt. Bon, bien évidemment, tout à fait. Ça serait plutôt un retour à la nature, on est bien d'accord, nous sommes bien d'accord avec ça, très bien. Allons un tout petit peu plus loin. Ça y est, nous avons pris conscience donc de tous les méfaits, entre autres, d'une grande partie de notre alimentation. Nous commençons donc à être moins malades, nous avons un petit peu moins donc de morts, de souffrances, etc. La surpopulation arrive très rapidement. Oui. Quid à ce moment-là sur cette planète? Disons qu'il y a des scientifiques qui l'ont déjà indiqué, il faut absolument, notamment en Chine, que l'on réduise, la politique de l'enfant unique a existé très longtemps, pour réduire la population, parce qu'effectivement, trop l'inconscient, c'est un estomac des intestins. Donc c'est un consommateur, si tu veux, d'alimentation. Si on réduit l'alimentation parce qu'on va manquer d'air propre, on va manquer d'eau,
Ça a des guerres de l'eau dans le futur. Il y a la guerre de l'eau. Il y aura la guerre de l'eau qui est en préambule. C'est des guerres qui vont se faire. Il y a des jeux, mais d'ailleurs, ça s'est fait depuis très longtemps, depuis toujours d'ailleurs, la guerre de l'eau. Et donc, cette guerre va faire en sorte que si dès maintenant on ne revient pas à l'origine de ce qu'on peut manger, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut vivre par rapport à ce qu'on enlève au niveau des produits chimiques, il faut arrêter, au niveau de l'agro-industriel qu'il faut arrêter. Il faut arrêter tous ces processus, le nucléaire, bien sûr, il faut l'arrêter avec l'histoire du Japon qui est terrible. Il faut arrêter toutes ces industries hautement polluantes pour revenir à des choses totalement simples. Et surtout enlever ce plastique dérivé du pétrole. Il faut arrêter de consommer des énergies fossiles parce que ça ne sert à rien, parce que ça pollue hautement, le pétrole ça pollue hautement, ainsi que l'uranium qui va polluer encore plus que le pétrole, enfin autant que le pétrole si tu veux, tu vois, dans la dangerosité dans laquelle on se trouve. Tout à fait. Donc il nous reste là 2-3 minutes pour conclure aujourd'hui. Ben là il nous reste à peu près, je sais pas, un petit quart d'heure de plus. Encore, non très bien, oh là là. Donc on a encore de la place pour évoquer un certain nombre de choses. Parce qu'on a commencé vers quelle heure environ? Nous avons commencé il y a environ 40-45 minutes. D'accord, tu as raison. C'est ça. Alors, très bien, retour à la nature, reconnexion entre le conscient et l'inconscient. Oui. On en reparlera lors de nos prochains volets, nous sommes bien d'accord. Tout à fait. La projection dans l'avenir, à t'entendre donc, ressemblerait à peu près à ça. Moins de souffrance, moins de maladies, plus de communauté, plus d'échanges, se recentrer sur soi. Se débarrasser de tout un ensemble d'outils que l'on a créés, qui sont, on va y revenir quelques instants si tu le veux bien, qui ma foi sont très attractifs, enfin qui plaisent énormément à l'être humain. La télévision, le portable, la voiture. Si jamais tout cela venait à disparaître, une autre idée me vient, j'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Donc l'être humain se contenterait de vivre en symbiose avec la nature, comme cela a été fait dès le début, d'après ce qu'on a compris. Par contre, quid de sa capacité à créer de nouvelles choses? On parle plus donc de créer ni d'automobile, ni de train, ni d'envisager de partir sur une autre planète. Donc une espèce de renoncement de la création de tout ce qui n'est pas naturel? Absolument pas. On peut créer en faisant en sorte que tout soit naturel. Ah, explique-nous ça. Par exemple, au niveau des chevaux qui traînent les charrettes, ça a très bien fonctionné pendant des centaines d'années ou des siècles dans notre société. Le cheval était quelque chose qui était non polluant. Il faut savoir qu'il faudrait maintenant regrouper les salariés près de leur lieu de travail, que l'habitation de travail ne devrait y aller qu'à pied, ne devrait pas y aller en voiture. Donc on a toutes les alternatives actuellement qui sont faites de par le monde, au niveau écologique, au niveau de l'habitat, au niveau des transports, etc. On a déjà étudié ça, ça n'enlève absolument pas la créativité. Je pense simplement qu'il faut que l'être humain se remette à bouger. Un exemple, il y a une étude qui a été faite qu'aujourd'hui, un Français fait 700 mètres par jour à pied. Bon, il y a un siècle et demi, ou il y a un siècle, on marchait 7 à 8 kilomètres par jour. Et aujourd'hui, ça paraît impensable. Il faut un gros 4x4 dans lequel il y a 7 places, où on met 3-4 enfants pour faire 2 km pour amener les enfants à l'école. Une aberration totale. On prend des baskets et on fait les 2 km avec les enfants. Il faut savoir, par exemple, au Maroc, les enfants de 6 ans ou 7 ans sont à pied le long des routes. Il n'y a pas de ramassage scolaire au Maroc. Dans les petites bourgades, dans les petits bleds, dans les grandes villes peut-être, mais dans les petites bourgades, ça marche à pied encore. Mais les enfants ne sont pas malheureux. Pourquoi? Françoise Dolto l'explique très bien. À partir du moment où l'enfant est en contact avec la nature, il va se révéler lui-même par lui-même, il va être beaucoup plus complet. Mais un enfant qui ne connaît pas la nature, qui connaît que le goudron, il va complètement se déshumaniser. Là, il y a deux formes. Là, effectivement, je vais tout de suite rebondir sur ce que tu dis. Là, tu parles d'activité par rapport à de la passivité. On est bien d'accord. Oui. Et on voit bien qu'à la fois il y a une activité purement physique, mais en même temps une activité aussi d'un autre ordre, c'est la stimulation. C'est quand je bouge,
Je suis non seulement actif physiquement, tout à fait, corporellement, j'ai envie de dire, mais également je crée en même temps que d'être actif. Je suis stimulé, nous sommes bien d'accord, et je m'alimente d'expériences diverses et variées. D'une part, et c'est pour ça que l'alimentation est très importante par rapport à l'inconscient et par rapport au contact à la nature, parce qu'il y a deux phénomènes. Le phénomène endogène, ce que je mange, et le phénomène exogène, dans quoi je vis. Donc plus l'être humain plus il mange bien au niveau diététique, avec tous les fruits, tous les légumes, les poissons, les gibiers, la farine de riz complet, parce qu'on peut faire du pain avec la farine de riz complet, il n'y a pas de souci. On peut prendre du miel, on peut prendre du sucre de roue de canne complet, tu vois, par rapport à ça. On peut prendre des laits végétaux. Eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'humain quand il va vivre? Son système auto-immun ne tombe plus jamais malade. Au niveau du mental, il renforce son mental. Il va être plus armé pour justement circuler par rapport au niveau de la nature. Et au niveau des cinq sens, les cinq sens vont être en super éveil. Tu comprends? Oui. Mais quelqu'un qui mange mal et qui est dans du béton en permanence, comment veux-tu qu'au niveau de ses cinq sens soit développé? Il va devenir un handicapé des cinq sens. Et lorsque par exemple tu vas lui faire manger des carottes, des pommes de terre vapeur naturelles, etc., par rapport à ce qu'il mange, il va avoir un choc en disant mais bon sang, ça a le goût de la carotte, ça a le goût de la pomme de terre. Mais c'est pas la même chose que ce que je mange dans l'industriel. Et il va avoir un choc parce que, et si on l'amène en plus dans la nature, il peut être perdu ou avoir peur de la forêt. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'est pas en accordance avec cela. Quand on va à l'armée, par exemple, qu'on est confronté, nous, des citadins, ou ceux qui sont dans la campagne, dans l'armée, on va tout le temps dans la nature, on est confronté au froid, on est confronté à la pluie, confronté au gel, on sait ce qu'est avoir froid, on sait ce qu'on a d'avoir, pas forcément faim, parce que bon, mais on a la dalle, comme on dit, donc on est en pleine forme, en fait, quand on est souvent à l'armée, parce qu'on est dans la nature. Bon, il faudrait faire la même chose sans être dans l'armée, parce que l'inconscient ne veut pas qu'on s'arme, bien sûr. L'inconscient est contre les armes. Alors là, donc, un moment aussi encore important. Le développement des sens, en tous les cas, là, donc, stimulation. En fait, donc, un rapprochement avec la nature. L'être humain, depuis longtemps, cherche, en regardant les étoiles, donc à l'extérieur, cherche à communiquer, ou pense communiquer, ou communique peut-être, avec Dieu ou des dieux. C'est ça. Bien. Mais tu nous as parlé de l'inconscient. En fait, pour l'instant, tu nous dis que les êtres humains, vraisemblablement, se sont plus intéressés à l'extérieur et ont essayé de créer par rapport à l'extérieur. Cela pourrait-il laisser entendre que il ne s'est pas trop rapproché de son inconscient, et que grâce à ce mode de vie qu'il retrouverait, il pourrait de nouveau recommuniquer avec son inconscient. Est-ce que déjà cela signifie cela? Tout à fait. Bien. Et finalement, mon cher Lionel, et si notre inconscient était révélateur de plein de codes, plein de secrets, plein d'un savoir que nous avons soit oublié, soit jamais, auquel nous n'avons jamais accédé. Si en fait la création où la curiosité se trouvait plutôt dans une relation enfin orientée conscient-inconscient, et non pas conscient vers l'extérieur. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que la nourriture est importante par rapport à l'inspiration ou à l'intuition, en fin de compte. Si tu manges mal, tu camoufles tes intuitions, puisque tu fais une interférence électrique entre la connexion conscient et inconscient. C'est-à-dire tu encrasses le moteur. Donc le moteur d'intuition est fermé. Donc à ce moment-là, au niveau du conscient, il va imaginer quelque chose qu'à l'extérieur pour se sauver, en fin de compte. Mais il fait une erreur, c'est à l'intérieur pour se sauver, puisque Dieu, c'est l'inconscient de l'homme, et il faut qu'il mange bien, qu'il respecte son inconscient pour le décrasser, pour que les intuitions puissent remonter, pour qu'il soit le plus créatif possible dans sa créativité positive. Parce que lorsque tu es encrassé, tu peux faire une créativité négative, encore plus dangereuse en fin de compte. Donc c'est l'aspiration de type négatif, c'est le conscient. C'est pas de l'inspiration, c'est une mauvaise respiration d'ailleurs, tu vois. Mais l'inspiration, l'intuition de l'être humain, qui est l'un des trois langages de l'inconscient, mieux tu le nutris, plus tu deviens un être spirituel. Donc plus tu manges bien,
plus tu t'élèves spirituellement. Donc il y a une adéquation entre ce que je mange et l'élévation spirituelle. Il y a l'émission et réception. Émission, c'est-à-dire émetteur-récepteur. Tu émets une bonne nourriture qui réceptionne une bonne nourriture qui va émettre à son tour, récepteur, émetteur. Entendu. Tu vois, et c'est ça qui est très important, parce que en permanence, on est soumis à un Big Bang physiologique, en permanence. Quand tu es dans la naissance, le spermatozoïde qui va dans l'ovocyte, c'est le Big Bang, c'est matière qui forme un bébé. D'accord? Quand tu manges, la même chose, Big Bang philosophique, matière, ce que tu manges, matière, par rapport à l'inconscient, matière qui va faire un Big Bang philosophique. C'est un Big Bang spirituel en fin de compte. Chaque fois que tu manges quelque chose, c'est de la nourriture spirituelle. Mais cette nourriture spirituelle doit être la plus pure possible. Parce que si la nourriture est empoisonnée, tu empoisonnes l'inconscient. À ce moment-là, tu ne peux pas avoir l'étincelle du Big Bang philosophique. Tu ne peux pas avoir cette connexion matière-matière. Parce qu'à ce moment-là, c'est matière-antimatière, si tu veux. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire fonctionner l'être humain. C'est pour ça que l'être humain tourne à vide. C'est pour ça que le moteur tourne à vide. Ou qui ne tourne pas du tout, d'ailleurs. Ouais. Et c'est pour ça que tu es un mort-vivant. Par contre, si tu manges bien, tu t'élèves spirituellement, tu deviens immortel. Tu vois la différence? Alors justement, là c'est très intéressant parce que, tu me permettras ce jeu de mots, je l'espère, on n'arrête pas de parler de plan de conscience, tu sais, de progresser de plan de conscience en plan de conscience. Oui. Eh bien, à t'écouter là, j'ai plutôt l'idée que grâce à tout ce que grâce au chemin que tu viens de nous évoquer, on montrait en fait de plan d'inconscience à plan d'inconscience. On montrait en puissance, mais de plan d'inconscient à plan d'inconscient. Tout à fait. Et en même temps, en t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais est-ce que des grandes notions telles que par exemple la notion de temps, Oui. est-ce qu'elle ne pourrait pas devenir différente pour l'être humain en suivant ce processus extrêmement sain? Est-ce que... Ben oui, c'est-à-dire qu'on devient intemporel. On devient un être intemporel. Ensuite, un être immatériel. Donc, le secret de l'immortalité, c'est être immatériel et intemporel. Égale immortalité. Alors, juste, on parlait de quelques peuplades, il y en a une qui me revient à l'esprit. Juste pour le signaler. Il nous reste 5 minutes. Très bien, tu vas voir. Voilà. C'est ces fameux aborigènes australiens qui parlent du temps des rêves. Oui. Sachant qu'ils existent depuis très longtemps, peut-être, je dis bien peut-être, que ce temps des rêves est lié à certains propos que tu viens de tenir. D'accord, mais c'est pas une notion métrique. Le temps des rêves, c'est l'espace des rêves. C'est l'espace, mais justement, voilà, tout à fait. Mais justement, tout à fait. L'espace. Et le temps des rêves, c'est-à-dire l'époque, plutôt le mot époque que des rêves. Oui, l'époque. Voilà, l'époque des rêves. Absolument. En fin de compte, c'est le langage de l'inconscient. C'est l'inconscient qui part. C'est l'un des 3 langages de l'inconscient. On reparlera de ce sujet dans la prochaine module que l'on fera. Absolument, nous allons en reparler. On va évoquer tout à l'heure. Ça. Et donc, il se gouvernait en fonction des rêves qu'il faisait. Et donc, chez les Sinoï, par exemple, qui est un peuple du sud-est asiatique, Dr. Erickson l'a bien compris, eh bien, celui qui gouvernait le peuple des Sinoï, par exemple, c'était celui qui faisait des rêves les plus fantastiques. C'est-à-dire qu'on estimait que c'était lui qui était être éveillé et que par ses rêves, il pouvait gouverner une société telle que la société des Sinoï. D'une autre manière, ça n'est pas tout à fait le propos que tu viens de tenir, mais d'une autre manière, les chamans, oui, tout à fait, sont dans cette logique-là, c'est-à-dire ceux qui étaient le plus en capacité tout à fait. de communiquer. On va dire pour l'instant avec l'extérieur, ça n'est pas tout à fait ça. Non, c'était en fait avec leur propre intérieur, avec leur propre inconscient tout simplement. C'est la projection de leur propre inconscient. Puisque au niveau de Dieu, je t'ai expliqué, lorsqu'on me dit de Dieu et que c'est infondé, on s'adresse à soi-même, en fin de compte. Donc en fait, une perspective vraiment réjouissante, si l'on te suit, Lionel, ça serait d'aller à la rencontre, à la découverte. Voilà. De notre inconscient, tout à fait, de notre Dieu. Voilà. Et ce Dieu, selon toi, il n'est pas extérieur. Non. Il est propre à chacun d'entre nous. Il est
laïque. Tout à fait. Voilà. Quelques instants encore donc pour évoquer le troisième volet Voilà. qui nous permettra de nous rencontrer. Voilà. Nous approfondirons le langage de l'inconscient, c'est bien ça. Voilà, les trois Les langages. trois grands langages, mais on va de faire un peu de l'inconscient. teasing comme on dit, donc on va pas les évoquer aujourd'hui. Donc principalement cela sera le thème de notre prochaine rencontre. Au plaisir d'être vu et ou écouté par vous, et en espérant que cela vous a quelque peu éclairé. Merci mon cher Lionel. Merci mon Philippe. À bientôt. Ok.